Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1 Le cassage de l'archéologie française. Il y a eu d'abord une loi faite sous le gouvernement Jospin, dans le but de répondre à une demande des archéologues et de régler une série de difficultés, et dont pourtant l'insuffisance est notoire. Ensuite, la casse systématique de l'archéologie nationale de la part du gouvernement Raffarin depuis les premiers temps de son installation. A. Les limites d'une loi qui se veut définitive 10. L'archéologie comporte deux grandes facettes. D'un côté l'archéologie dite programmée, ou recherche fondamentale. Elle comprend les grands chantiers nationaux comme par exemple la fouille du mont Beuvray, ancienne Bibracte, et par ailleurs, les fouilles de sites à l'étranger, Égypte, Proche-Orient, Grèce principalement. Et de l'autre côté l'archéologie préventive, ou de sauvetage, qui prend en charge les sites archéologiques, répertoriés ou non, lorsqu'ils sont menacés par des projets aménagements, routes, bâtiments, donc de disparition. Cette archéologie de sauvetage s'est développée progressivement grâce à un investissement des archéologues depuis les années 70, par la multiplication des fouilles d'urgence devant répondre à un nombre croissant d'aménagements, autoroutes, bâtiments d'usines, périphéries urbaines en extension, etc. Elle a finalement pris de loin le pas sur l'archéologie fondamentale, et occupe de très loin également le plus grand nombre d'archéologues. Un premier organisme réunit les travaux et les archéologues chargés de ce travail, dans les années 1970. Il reçoit en 1993 le nom d'Association des fouilles archéologiques nationales, AFAN. Mais faute de cadre juridique, les travaux s'y développent anarchiquement, devant faire face à la multiplication des sauvetages archéologiques. Elle employait 178 vacataires en 1982, avec un budget de 2,9 millions d'euros, et 1227 salariés par mois en moyenne en 1990, avec un budget annuel proche de 60 970 000 euros. Elle assumait alors la responsabilité de 85% des fouilles archéologiques exécutées sur le territoire national. Des années durant, les archéologues demandent donc une loi qui permettrait des actions coordonnées et donnerait un statut aux salariés de la FAN. En 1998, le ministère de la Culture annonce qu'il va effectivement réorganiser la prise en charge de cette archéologie préventive, dans le but de créer un service public fort et pérenne de l'archéologie préventive, Catherine Trottmann. La loi est finalement votée le 20 décembre 1999 et promulguée le 17 janvier 2001, sous le titre de loi 2001-44, relative à l'archéologie préventive. Elle remplace la FAN par l'Institut national de recherche d'archéologie préventive, nouvel établissement public à caractère administratif, EPA, en abrégé INRAP, ce qui était déjà auparavant les initiales de l'Institut national de recherche et d'action pédagogique 11. Autrement dit, l'archéologie et la pédagogie intéressent si peu les gestionnaires gouvernementaux qu'ils ignorent les noms qu'ils ont eux-mêmes donnés à leurs organismes. La loi emploie par ailleurs curieusement l'euphémisme. Selon son texte, l'archéologie préventive a pour objet d'assurer, à terre et sous les eaux dans les délais appropriés, la détection, la conservation ou la sauvegarde par l'étude scientifique, des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d'être affectés par les travaux publics ou privés concourant à l'aménagement. Affectés ? C'est bien faible. En réalité, les travaux d'aménagement cassent, détruisent et n'affectent pas seulement. Surtout, Madame Trottmann présente sa loi comme une grande avancée, comme un retour de l'archéologie dans le giron de l'État. Est-ce la réalité ? La loi consiste à pérenniser le mode de fonctionnement actuel, en lui donnant un caractère légal. Une association va être remplacée par un établissement public dit à caractère administratif qui offre de gros avantages. Certes, c'est une personne morale dite publique, mais son fonctionnement est verrouillé, sa capacité d'intervention en personnel et en financement sera fixée. En d'autres termes, on bloque toute possibilité d'adaptation de la structure et de prise en charge réelle des nécessités des sites archéologiques. La loi ne définit nulle part les missions qui sont celles de l'État. Il n'est ainsi fait aucunement mention d'obligation d'intervention. Pour qu'une fouille sur un site archéologique menacé soit réalisée, il faudra que l'État, que les services de l'État prescrivent une opération archéologique. Or,
Les services de l'État, les services régionaux d'archéologie, l'ensemble des services archéologiques d'une manière générale, voient leur personnel s'amenuiser régulièrement depuis la dizaine d'années antérieures. Donc même si la loi peut en théorie permettre quantité de choses, la réalité fait que par le contrôle des effectifs de l'État, on va réaliser des opérations qui seront avant tout des opérations de promotion, des opérations de valorisation ponctuelle du patrimoine archéologique vis-à-vis du public, des chercheurs, des aménageurs et des promoteurs, et on maquillera tout cela derrière une gestion soi-disant cohérente de l'archéologie. Th. Lepère. Quant à la conservation des vestiges exhumés au cours des travaux de cette archéologie d'urgence, il apparaît qu'on ne s'en soucie guère. La loi stipule simplement qu'après les 5 années durant lesquelles l'établissement public pourra en disposer aux fins d'études, ce matériel sera ensuite régi par les dispositions de l'article 11 de la loi du 27 septembre 1941, c'est-à-dire par l'ancien texte régissant la gestion du patrimoine archéologique en France. Mais il n'est aucunement précisé d'où viendront les moyens nécessaires pour répondre à l'accroissement exponentiel du nombre d'objets mobiliers mis au jour, non classés, non inventoriés, s'entassant actuellement dans des hangars et dont la pérennité de la conservation est pour l'instant loin d'être assurée, surtout que nombre d'entre eux nécessiteraient de coûteuses restaurations ou des traitements de fixation. En juin 2001, la lettre en vue, éditée par la FAN, abordait ce problème en annonçant la création d'un groupe de travail chargé de rédiger un questionnaire destiné à élaborer un état des lieux, c'est-à-dire, y est-il précisé, de recenser les lieux de conservation du mobilier gérés par la FAN, de préciser la nature et la quantité des archives de fouilles entreposées. Inquiétant aveu de cette association qui, après 28 ans de fonctionnement, se montre incapable, sans création des apostrophes, un groupe de travail ad hoc, de fournir un simple état de ses collections. J.L. Lequelec. En tout cas, la loi n'empêchait pas que près des 9/10 des travaux archéologiques de terrain exécutés sur le territoire de la France dépendent, non de programmes de recherche visant à répondre aux interrogations des scientifiques, mais au hasard des destructions de sites imposées par les aménageurs. De la sorte, les études ne portent jamais sur des sites choisis en fonction de leur intérêt scientifique avant toute autre considération. En France, la politique en matière archéologique est donc telle que la quasi-totalité des archéologues de terrain sera condamnée à n'étudier prioritairement que les seuls sites destinés à être détruits. Idée. Enfin, et en laissant de côté la question des publications, autre pont aux ânes de l'archéologie contemporaine, les archéologues n'ont tout simplement pas le temps de publier en hiver ce qu'ils ont pu fouiller durant la belle saison. L'archéologie de sauvetage organisée au sein de l'INRAP tend à se donner le monopole des fouilles de sauvetage. Ainsi sont marginalisés, rejetés, les fouilleurs non professionnels qui avaient antérieurement de tout temps alimenté la recherche archéologique. Cette loi était donc insuffisante, mauvaise moins en son esprit, son texte, que par son décalage avec la réalité, laquelle la dément dans la pratique même de l'archéologie quotidienne. Mais cela n'était rien par rapport à ce qu'on allait voir. B. L'archéologie nationale au panier. Dès le retour de la droite au pouvoir, le ministère, dont le ministre de la Culture Jean-Jacques Ayagon, et les élus majoritaires se mettent au travail pour casser ce qu'avaient fait les socialistes, et qui n'était pas suffisant, mais c'est trop à ses yeux. Ce sont d'abord des élus, indignés de ce que l'INRAP soit subventionné par une redevance, donc un impôt, qui obtiennent, fin 2002, que les revenus de l'INRAP soient diminués de 25%. Puis, un projet de loi, approuvé par le Conseil des ministres le 28 mai 2003, adopté par le Parlement le 22 juillet, casse le monopole de l'INRAP, non pas pour l'ouvrir à d'autres chercheurs, universités, CNRS, etc., mais surtout, au privé. Ce texte décide en effet que l'archéologie n'est pas une activité de recherche, mais une pratique technico-commerciale, soumise aux lois du marché 12, et elle stipule donc que l'aménageur pourra choisir l'opérateur des fouilles parmi des organismes agréés par l'État, soit publics soit privés. Qu'est-ce que c'est, des organismes privés d'archéologie ? Inconnu en France jusqu'à cette loi, il existe, dans les pays plus avancés du point de vue de la privatisation des organismes de connaissance tels la Grande-Bretagne, l'Italie, les Pays-Bas et l'Espagne, des sociétés privées d'archéologues. Elles proposent leurs services pour réaliser des fouilles de sauvetage, et l'aménageur, qui en a le droit de par la loi,
pourra choisir, sur devis, l'équipe, nationale ou privée, qui se proposera pour réaliser la fouille avant une construction. On frémit à l'idée des critères qui feraient choisir par un aménageur une société privée d'archéologues, plutôt que les organismes de recherche nationaux. De fait, les dangers se sont avérés si grands que même les Britanniques, bien plus habitués que les Français à l'intervention du privé dans toutes les sphères de l'activité sociale, ont su les dénoncer. Une dizaine d'années après avoir mis en place l'activité d'archéologie privée, le gouvernement britannique a créé en juillet 2001 un groupe parlementaire, APPAG, All Party Parliamentary Archaeology Group, composé de 139 membres des deux chambres et de tous les partis politiques, chargés de dresser un bilan de cette expérience. Le verdict, tel qu'il apparaît dans le rapport qu'ils ont remis en janvier 2013, est sans appel. La privatisation a contribué à creuser le fossé entre recherche fondamentale et archéologie de sauvetage. Exclus des systèmes de formation continue et coupés des milieux de la recherche, les professionnels engagés dans cette voie ont vu leurs compétences diminuer, et les pressions économiques à leur encontre les ont poussés à favoriser excessivement les sites mineurs, et surtout à économiser sur la publication des résultats, l'échange libre des informations, la documentation, la formation et la diffusion vers le public. Tirant les conséquences de ce constat, les parlementaires britanniques préconisent, fort sagement, des mesures urgentes exactement contraires à celles qu'imposent leurs homologues français: engagement réel de l'État, désengagement du privé au profit d'organismes stables, suppression du système d'appel d'offres, instauration d'une taxe permettant d'asseoir financièrement la prise en charge du patrimoine archéologique. 14. Le rapport britannique est de janvier 2003. Les décisions du gouvernement français assurant à l'archéologie française un avenir aussi catastrophique que celui de l'archéologie britannique pendant 10 ans sont de juillet 2003. On dit: il n'y a pas de meilleur sourd que ceux qui ne veulent pas entendre. Imbus d'une logique étroitement libérale, les gouvernants français cassent la science archéologique, d'abord en lui retirant ses crédits, puis la qualité de science, alors que le rapport britannique cité insiste sur ce qui a été gaspillé ou perdu. Échange libre d'informations, publication des résultats, c'est-à-dire typiquement des activités scientifiques, enfin en la livrant à la concurrence, avec tous les risques qu'on vient de dire et qui doivent être subis en France aussi bien qu'ils ont été subis en Grande-Bretagne. Il y a un rapport direct entre le texte voté en Parlement fin 2002, réduisant les crédits de l'INRAP, et la loi, même si le gouvernement s'était initialement opposé à la diminution de crédits. Puisqu'on affaiblit l'INRAP, puisqu'il n'a plus les moyens de faire face à la demande, la loi prévoit un secours, et quel secours, en ouvrant la fouille à d'autres institutions et aux sociétés privées de fouille. Ce n'était pourtant pas encore tout. Le coup de grâce est venu peu après. L'archéologie de sauvetage coûte cher? Elle gêne des élus? Elle gêne surtout des aménageurs? Toutes ces difficultés seront résolues si on la supprime d'un trait de plume. C'est chose faite le 24 octobre 2003. À cette date, le directeur de cabinet de Jean-Jacques Ayagon, Guillaume Cerruti 15, adresse au préfet de région une lettre par laquelle le ministre leur donne consigne de refuser les demandes de fouilles archéologiques déposées par ses propres services, et leur ordonne d'annuler purement et simplement une large partie des fouilles prévues 16. Comme l'explique Ashley Franc, normalement, c'est-à-dire depuis des décennies jusqu'à cette lettre, toutes les demandes de permis de construire sont examinées par les directions régionales de l'archéologie. Si le terrain concerné est susceptible de receler des ruines intéressantes, il revient à ces fonctionnaires d'établir un arrêté de prescription de fouilles ou de surveillance du chantier. Jusqu'à présent, les préfets contresignaient sans trop discuter les demandes des scientifiques. Désormais, elles passent au panier. Déjà, en janvier dernier, continue le même auteur, le ministre avait demandé par écrit au préfet de limiter fortement les opérations de fouilles. Pour des raisons budgétaires, mais aussi pour réduire les délais d'exécution des opérations, fortement pénalisants pour les aménageurs. En clair, les archéologues faisaient perdre du temps, donc de l'argent aux promoteurs. Dans la lettre de Cerruti, qui se félicite de ce que dès 2003 le nombre des arrêtés à teneur archéologique est baissé de 43%, sont visés les 1405 arrêtés de diagnostic archéologique pris en 2002, et qui, écrit Ashley Franc,
reste toujours bloqué en raison du refus des bétorgneurs de laisser le champ libre aux scientifiques. Cerruti, c'est cet ensemble de décisions, désormais anciennes, qui doivent faire l'objet d'un réexamen approfondi et raisonné, en lui appliquant notamment les critères de sélectivité plus rigoureux qui prévalent désormais. Et on y va. Je continue de citer le journaliste qui a révélé le scandale. Le préfet de la région Île-de-France, Bernard Landrieux, ex-directeur de cabinet de Jacques Chirac à l'Élysée, a déjà appliqué la consigne. Il a ainsi décidé que les pelleteuses pourront creuser librement au palais de justice de Paris, dans une zone où se trouvent d'importants vestiges médiévaux. Sûr qu'on pourra rapidement multiplier les exemples. Le journaliste Pierre Barthélémy, soulignant en novembre 2003, dans un article intitulé L'archéologie préventive, cible des libéraux, que la nouvelle loi d'Ayagon entrait en contradiction avec le fait que le Conseil de la concurrence en 2002 et la Commission européenne en 2003 avaient reconnu que l'archéologie était une activité scientifique échappant au champ de la concurrence, et dénonçant le rapport de l'Inspection des finances qui prétendait au contraire que l'archéologie, étant une activité technique, n'est pas à proprement parler une activité scientifique, ci-dessus. Ce journaliste donc rappelait la vertueuse indignation de Jacques Chirac devant le pillage du musée de Bagdad, lorsqu'il déclarait, le 16 avril 2003 à Athènes, « Pour tous ceux qui ont un minimum de respect pour la culture, pour l'histoire plurimillénaire de l'humanité, le pillage du musée de Bagdad constitue un véritable crime contre l'humanité, un désastre pour l'humanité. C'est un pan entier de notre patrimoine qui s'effondre et disparaît. » Et Pierre Barthélémy concluait, « Si les orientations actuelles en matière d'archéologie préventive se confirment, c'est en France qu'auront lieu les prochains crimes. 17. Parole prémonitoire, les crimes ont eu lieu. Ayagon 18 sacrifie l'archéologie nationale, c'est-à-dire l'histoire plurimillénaire de la France. Sans loi, sans débat, par une simple consigne administrative, le primat absolu est donné aux aménageurs aux dépens des scientifiques. On ne pouvait imaginer en matière culturelle, crime plus grand. Chapitre I, la fin de la notion de patrimoine en France. La ruine de l'archéologie française est un coup de la droite. La loi sur les musées de France, votée le 20 décembre 2001, qui met fin à la notion de patrimoine pour la France, est l'œuvre de la gauche. À l'origine, il y a la demande des conservateurs de musées de voir une loi protéger le patrimoine qu'ils ont mission de préserver. Avant 2001, aucune loi ne définissait les charges des personnes responsables des collections. La loi est venue, selon la volonté de Catherine Tasca, ministre socialiste. Elle a été saluée par la plupart des professionnels comme un texte salutaire, sur lequel ils allaient pouvoir s'appuyer pour déterminer leur politique. Mais quelle politique ? Une analyse critique de la loi 19 montre en effet combien elle recèle d'effets pervers, et surtout qu'elle met en réalité fin à la notion même de patrimoine. Madame Tasca s'est appuyée pour rédiger la loi sur un rapport demandé à un député socialiste, Alfred Recourt. Celui-ci avait l'avantage d'annoncer la couleur. Le rapport, préparé par une commission parlementaire, déposé à l'Assemblée nationale le 25 mai 2000, intitulé l'une de ses têtes de chapitre, L'inaliénabilité des collections, jusqu'où ? 20. On peut y lire le passage suivant. La question de l'inaliénabilité des œuvres se pose, avec une acuité accrue. Même si personne ne remet en cause le principe lui-même, on pourrait préconiser une respiration de cette notion, pour ce qui concerne les collections dites d'études faites d'objets ethnologiques et biologiques ou encore en matière d'acquisition des œuvres d'art contemporain. 21. Bien loin de dénoncer les dangers de cette position, car qu'est-ce que c'est que la respiration d'un principe, si ce n'est la possibilité de ne pas en tenir compte ? Madame Tasca, lorsque le débat avait porté sur ce point de la loi, répondit à Alfred Recourt, vous suggérez l'étude d'assouplissement de l'inaliénabilité des œuvres dans certains domaines, notamment l'archéologie, l'ethnologie et l'art contemporain. Je suis assez favorable à ce que la loi prenne en compte d'une manière générale les collections dites d'études comme celles de l'archéologie et l'ethnologie. Il faut avoir à l'esprit que cette discussion a lieu à l'époque même où la démolition du musée de l'Homme est prévue, celle du Muséum d'histoire naturelle envisagée, et alors que dans l'un et l'autre cas, le sort des collections est d'être mises dans des caisses, elles-mêmes entassées dans des entrepôts privés.
C'est chose faite au moment où j'écris pour les collections d'ethnologie du Musée de l'Homme. 300 000 objets, c'est envisagé pour celle du Muséum. C'est donc sans état d'âme que Madame la ministre se dit favorable à une proposition de l'auteur du rapport préparatoire concernant la respiration de la notion d'inaliénabilité en ce qui concerne les collections scientifiques et certaines œuvres d'art. On ne s'étonne pas alors que l'idée apparaisse dans la loi votée par un parlement de gauche. Mais elle le fait subrepticement, en douce. Aucun article n'y est spécifiquement consacré, c'est au détour d'un des articles de la loi que la notion d'une fin de l'inaliénabilité des collections nationales fait une apparition discrète, mais bel et bien présente dans la loi, avec tous les dangers que cela représente pour l'avenir. C'est l'article 11 qui contient l'introduction de cette respiration. Il est vrai qu'il dit le contraire en son début. Autrement dit, cet article affirme une chose puis son inverse. Le voici. Les collections des musées de France sont imprescriptibles. 2. Les biens constituant les collections des musées de France appartenant à une personne publique font partie de leur domaine public et sont à ce titre inaliénables. Toute décision de déclassement soulignée par moi d'un de ces biens ne peut être prise qu'après avis conforme d'une commission scientifique dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret. Ce texte est extrêmement grave. Les 3 premières lignes affirment l'imprescriptibilité et l'inaliénabilité des collections nationales. En ligne 4, sans faire de vagues, avec la plus grande discrétion possible, il est révélé qu'il peut y avoir déclassement. Le déclassement, c'est le fait de considérer qu'un objet n'est plus classé, c'est-à-dire n'est plus protégé par l'État, et donc peut être vendu. Voici donc l'article qui dit une chose et son inverse. La propriété des objets des musées par l'État est imprescriptible, sauf si une commission, dont on ne sait rien puisqu'un décret à venir doit déterminer sa composition, autorise qu'il soit vendu. Tout est dans ce sauf, en lequel on retrouve la respiration du député recours et à laquelle la ministre était favorable. En disant le contraire, de l'imprescriptibilité qu'elle affirme d'abord, et en introduisant la possibilité de déclasser pour vendre, la loi sur les musées ment, la loi sur les musées vend 22. On soulignera le caractère opportuniste de cette loi. L'article 11 entend en sa première partie satisfaire les conservateurs, les défenseurs du patrimoine, en employant les termes d'imprescriptibilité et d'inaliénabilité. D'un autre, en introduisant le déclassement, il satisfait des intérêts totalement distincts. Si la gauche française, qui a voté la loi à l'unanimité, à vrai dire, ils étaient environ 2 aveugles et 3 pendus, si la presse n'y a vu que du feu, si les éloges de la loi ont été à peu près unanimes de ce côté-ci des Alpes, de l'autre côté, un collaborateur de Silvio Berlusconi, Vittorio Segarbi, secrétaire d'État à la culture, parfaitement au fait des questions de privatisation puisque son propre gouvernement a entamé la privatisation des musées italiens, a répondu à un journaliste du Figaro qui lui faisait part de L'. Et moi à la suite des décisions du gouvernement Berlusconi au sujet des musées. S'agissant de la privatisation des musées, votre projet de loi n'a guère rassuré en Italie comme à l'étranger. Nous n'avons pas fait comme Catherine Tasca qui offre de vendre des collections de musées sans que personne ne s'en scandalise. Chez nous, musées et collections constituent un patrimoine inaliénable protégé par notre Constitution. Notre intention ne pouvait être de les vendre. 23. La notion de patrimoine n'est pas protégée par la Constitution française, elle est absente aussi de la loi sur les musées. Mais le gouvernement de droite ne changera certainement pas une loi si précieuse. Jean-Jacques Ayagon, récent ministre de la Culture et tueur de l'archéologie, déclarait, à l'époque où il était encore président du Centre Pompidou. Pour ce qui est de l'aliénation, je suis à titre personnel, partisan de l'instauration d'une capacité générale mais encadrée d'aliéner. Gérer une collection consiste à acheter et vendre. La capacité d'aliéner ne doit toutefois pas être le prétexte pour la puissance publique de se désengager budgétairement du financement des acquisitions 23. Ni Recours, ni Tasca, ni Ayagon ne voient l'un des dangers de la respiration subrepticement introduite par l'article 11 de la loi sur les musées. C'est que les ventes, désormais permises par la loi, s'opéreront naturellement, en fonction des idées et modes, et nul encadrement ne pourra faire que les goûts ne dépendent pas des idées du temps. C'est ce que disait l'une des rares Françaises à avoir perçu le danger de la loi.
Françoise Cachin fut directrice des musées de France jusqu'en 2001. À son avis, avec une telle loi, le musée d'Orsay qui montre toute la variété d'une époque ne se serait jamais fait, puisque l'art moderne en ses différentes étapes a à chaque fois mis du temps, parfois des décennies, à être reconnu comme une authentique forme d'art. Avant cette reconnaissance, chaque œuvre appartenant au courant nouveau a été peu estimée, et les conservateurs de musées, s'ils avaient eu dès alors la possibilité de vendre, se seraient débarrassés en premier de ce qui était tenu pour des croûtes. Madame Cachin notait encore : le pouvoir irresponsable de certains élus me fait peur. Il est toujours très tentant pour un maire de se dire qu'il y a un moyen de trouver des sous. Enfin, les cessions seraient un filon pour le marché de l'art confronté à la raréfaction des œuvres encore disponibles dans les collections privées. 24. C'est exactement le problème. La décision de déclassement, la respiration sont une faille ouverte dans la notion unitaire, nationale, républicaine de patrimoine, et dans cette faille nul ne peut dire ce qui s'y engouffrera. La loi du 20 décembre 2001 a mis fin à la notion de patrimoine en France. Chapitre 3, la danseuse à Chirac et le cassage du musée de l'Homme. À détruire le musée de l'Homme car il gêne. Le musée de l'Homme occupait à Paris l'une des deux ailes du palais de Chaillot. Je dis bien occupait, parce que ce qui s'y trouve à présent ne mérite plus aucunement le nom de musée de l'Homme. Le nom en a été conservé pour des raisons très précises, exprimées par le directeur du Muséum national d'histoire naturelle, dont dépend le musée de l'Homme. C'est un nom porteur, c'est une valeur marketing 25. Conserver son nom au musée de l'Homme constitue actuellement une escroquerie, dont bien des gens ont été victimes. Des parents ont amené leurs enfants ces derniers mois, pour leur montrer le musée qu'eux-mêmes avaient connu naguère. Devant l'état du musée, devant ce qu'ils ont vu, ou plus exactement qu'ils n'ont plus vu, plusieurs ont protesté et demandé à être remboursés. Refus de la direction. Vous devez savoir que le musée de l'Homme n'est plus ce qu'il était, circulé. Ce sont ces gens qui avaient raison bien sûr, parce qu'un musée qui conserve son nom alors que le contenu a complètement changé, et en particulier que les merveilleuses collections d'ethnologie en ont été retirées, c'est une tromperie, et parce qu'il est faux qu'ils devaient le savoir, la presse n'a pas pu dire à quel point le musée de l'Homme avait été modifié. L'idée de massacre jaillit à l'esprit dès qu'on envisage comment les choses se sont passées, et la presse ménage ces mots. C'est donc en toute bonne foi que des gens viennent d'un peu partout, voir le musée de l'Homme et y découvrent un squelette de musée. Que s'est-il donc passé ? Une chose dramatique. La volonté d'un homme politique puissant de laisser après lui un musée qui témoignerait de sa grandeur, et le musée de l'Homme se trouvant sur son chemin parce qu'il contenait en partie les mêmes choses que le musée projeté, il fallait le casser, le dévitaliser, le réduire à l'ombre de lui-même. Jacques Chirac a en effet décidé de laisser son nom à une création. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.